Eh bien, on va continuer avec celui que vous avez aperçu tout à l'heure. On va lever le voile sur Brahim Asloum, messieurs dames. Brahim Asloum. Bonsoir à tous. Alors c'est pas des lunettes de soleil, hein. Je suis désolé, c'est des lunettes un peu bleutées, c'est des lunettes de vue. Brahim, ça passe pas prétentieux. C'est une fierté d'être à vos côtés. Ravi d'être là. Merci Jean-Philippe de m'avoir convié à ce bel événement, vraiment. L'audace, Brahim, avant de passer en revue tous vos titres, l'audace, ça vous inspire quoi? Bah, ça m'inspire plein de choses. J'ai l'impression que j'ai été audacieux toute ma vie. La première fois où je me suis vraiment posé des questions, je ne suis pas capable de vous définir réellement, mais entre 8 et 12 ans, j'avais beaucoup de questions existentielles. Moi, je viens d'une famille nombreuse, on est 10 enfants. Moi, je suis le 4e, je suis le petit des grands, et on est 10, dont 8 garçons. Ma mère voulait une fille, et elle m'a chouchouté comme si j'en étais une. Et à cet âge-là, en fait, entre 8 et 12 ans, j'ai beaucoup de questions existentielles, parce qu'il fallait tout partager avec mes frères et sœurs. Pas que je ne manquais pas d'amour, hein, sincèrement, c'est pas ce qui manquait à la maison. Mais voilà, j'avais un copain qui était fils unique, et je me comparais d'une certaine manière sans doute. Et puis, il y a eu, je le vivais assez mal, et en fait, un jour, à ce moment-là, je me dis, Brahim, c'est simple, si tu veux quelque chose, tu vas te le chercher. Ah oui. Et là, ça a déclenché beaucoup de choses chez moi. Et je me suis quand même, à ce moment-là, mine de rien, j'ai commencé à, sans savoir dans quoi j'allais me diriger, hein, mais j'ai changé d'un peu de mindset pour pouvoir avancer et être en adhésion avec moi-même. Il y avait déjà un petit intérêt pour le sport. Alors, vous avez vécu autour de Lyon, ouais, pas très loin d'ici. Et puis alors, je crois que le sport, vous découvrez quand même la boxe assez jeune grâce à votre papa. Non. Non, c'est pas ça. Non, j'ai assisté à un gala de boxe, j'avais 14 ans. Oui. C'est un petit jeune de 8 ans qui boxait, donc moi j'étais invité par un club de jeunes pour venir supporter un aîné de notre quartier. Et en fait, c'est un petit jeune de 8 ans qui boxait, qui m'a donné envie de faire de la boxe. Vous connaissez pas, enfin pas plus que ça. Mais mon papa ne faisait pas de boxe, en fait, personne ne faisait de la boxe chez moi. D'accord, ok, on va corriger Wikipédia. J'étais avec un de mes frères aînés. On va le réécrire. Mais je suis là pour ça, pour rectifier ce genre de choses. On va en tous les cas rappeler que la détermination, ça a été vraiment toute votre vie, votre leitmotiv, avec quand même une chose qui est très noble, c'était d'aider avant tout votre famille. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait déjà et avant tout pour améliorer les conditions de vie de votre entourage. Ouais, moi, mon papa est arrivé en France à l'âge de 14 ans, ma maman à l'âge de 19 ans. Et en fait, je deviens champion de France scolaire, donc champion de France UNSS. Et en fait, c'était la première fois que il y avait le nom d'Asloum dans le journal, en gras majuscule. Donc il y avait une certaine euphorie au sein de la cuisine, parce qu'on faisait tout dans la cuisine. Et mon père a beaucoup de pudeur. Mon papa, c'est pas quelqu'un qui parle, mais qui parle avec les yeux. Et ce jour-là, il attend que tout le monde se disperse et il m'interpelle dans le couloir. Et avec son doigt, il me montre son nom de famille. Et il me dit, mon fils, c'est dans toute la France, ça? Et je lui dis, non, papa, c'est que dans la région. Moi, je suis d'Isère, donc Dauphiné-Savoie. Mais je te jure, mais je lui balance ça comme ça parce que je sens que ça a un impact. Et je dis, mais je te jure, un jour, ça sera dans la France et dans le monde entier. Et 4 ans après, je deviens champion olympique. Ouais, franchement, chouette. Et ça a été sans doute le moment le plus ancré dans ma mémoire. Okay. Où même si j'étais très jeune, j'ai essayé de... Beaucoup de fois dans ma vie, je suis revenu beaucoup en arrière. J'ai fait des feedbacks, essayé de comprendre d'où ils venaient, pourquoi, comment ils ont éduqué, pourquoi ils sont revenus en France. J'avais besoin de m'en faire ma vraie réflexion. Et ce moment-là. Et quand je vois là, et je vois qu'il me pose, et vraiment quand je vous dis que c'est pas un parleur, mon papa c'est vraiment pas un parleur. Mais là, quand il pose son petit doigt sur son nom de famille, je comprends tout ce que ça signifie. Et là, ça a été mon moteur durant ma carrière. Pas énormément de moyens financiers, évidemment. Alors, premier constat, on peut réussir. On a manqué de rien. On a eu beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous le dis, on était 10 enfants et l'amour ne manquait pas. Puis voilà, c'est vrai qu'il fallait tout partager. Je prenais les fringues de mes frères quand ça n'allait plus ou ils en voulaient plus. Voilà, et ainsi de suite. Alors vous montez, j'allais dire progressivement, mais rapidement, 1998 à 2000, champion d'Europe junior,
2 fois champion de France. Comment on arrive, je vais dire, au sommet aussi vite? Qu'est-ce qui fait la différence? Se faire mal. Euh, non, non. Vous savez, ma première année, c'était la plus difficile en équipe de France. Donc, je vais pas faire le topo, mais quand vous êtes une famille nombreuse, que vous avez l'habitude que votre maman vous fait à manger, mais vraiment ce que vous voulez. Donc, tous les jours, on a eu la chance d'avoir des plats différents. Je me retrouve seul à l'INSEP, donc je monte à Paris. Donc, avant ça, il fallait déjà que j'arrive à convaincre mes parents de me laisser monter à Paris. Ce que j'arrivais à faire avec l'aide de mon frère aîné, qui est un peu le chef de famille quand vous avez une famille nombreuse. Et en fait, au bout d'un an, moi, les 6 premiers mois, j'avais une boule au ventre à chaque fois que j'allais à l'entraînement. Pourquoi? Parce qu'il y avait un boxeur qui était beaucoup plus âgé que moi. Moi, j'en avais 16, donc j'étais junior deuxième année. On avait ouvert la section mineure à l'INSEP par rapport à mes performances. On avait envie de me garder près d'eux. Et en fait, pendant 6 mois, je me prenais une fessée par un grand. Et il y a des prénoms comme ça qu'on se souvient tout le temps. Il s'appelle Mim Munchent. Il était très costaud et tous les jours, il prenait un petit ring et il me poussait à mettre les gants avec lui. Donc je ne pouvais pas m'échapper. En plus, j'avais besoin de montrer que j'avais de l'ego, que j'étais un petit bonhomme, quoi. Moi, je venais d'intégrer l'équipe de France. C'était juste après les Jeux d'Atlanta. Et puis lui, pendant tous les jours, il me mettait une petite fessée. Mais il voulait juste démontrer. En fait, il voulait m'expliquer que, hé, petit, c'est pas ton tour. Attends. Je voulais pas me laisser faire. Mais il n'était pas très honnête avec moi parce qu'en fait, il avait des petits gants d'entraînement. Normalement, à l'entraînement, on met des gros gants pour éviter les blessures. Ça fait plus mal, évidemment, les petits gants. Ben, les petits gants font plus mal que les gros parce qu'il y a plus de protection. Il n'y avait pas un peu de jalousie? Et un jour, juste je finis avec ça. Et en fait, un jour, et c'est là où je le dois beaucoup à cet entraîneur en question, c'est qu'il intervient dans l'entraînement et demande d'arrêter. Il réprimande la personne en question en lui disant: t'as pas honte, il a 16 ans, tu pourrais y aller plus doucement. Donc il le vire de l'entraînement et là j'ai eu 6 mois. Alors je dis pas que j'ai eu 6 mois tranquilles, mais avec d'autres boxeurs qui étaient peut-être moins virulents, qui m'ont relaissé un peu respirer. Mais à la fin de cette première année, je veux absolument rentrer chez moi. Je veux rester en équipe de France, mais je ne veux plus rester à Paris. Et cette période, elle est importante parce que dans la vie, c'est aussi une question de rencontre. Alors j'en ai une qui était ma première rencontre et sincèrement, je lui dois tout dans ma vie d'une certaine manière. C'est mon premier entraîneur de club. C'est un club associatif. Il m'a aidé, il m'a fait grandir, on m'a responsabilisé. Quand je viens d'une famille nombreuse, j'ai retrouvé une deuxième famille. Pourtant, on va me dire, ben, tu as quand même une famille de 10 enfants, tu n'as pas besoin d'une autre deuxième famille. Mais au sein de ma famille, j'étais le petit, donc j'étais là pour amuser la galerie. Et dans ce club de boxe, on m'a responsabilisé. Et quand tu as 14 ans, eh ben on vous responsabilise, vous pensez que vous êtes un homme et ça aide à grandir. Donc moi, ce monsieur en question, je lui dois tout. Je lui dois l'amour de mon sport. Et peut-être que le premier entraîneur m'aurait peut-être gâché et j'aurais jamais été champion olympique. La deuxième personne que je dois énormément, c'est ce monsieur en question qui s'appelle Thierry Gauthier, qui était l'entraîneur national. Donc j'arrive dans son bureau à la fin de la première année. On doit me renouveler, donc il y a plein de copains qui se font virer où le niveau n'est pas bon, où le comportement ne correspond pas à l'équipe de France. Oui, on est très strict en équipe de France, voilà, faut performer et avoir le comportement qui va avec. Et là, moi, je vais voir cet entraîneur en question, donc on veut me renouveler pour la saison d'après, et je lui raconte un petit bobard. Je lui dis que mon frère aîné rentre à l'armée, que je deviens un soutien familial. J'ai 17 ans. Et là, il tape du poing sur la table et il dit: tes parents sont égoïstes, je vais les appeler. Je suis un peu en panique. Je lui dis: non, je suis assez grand, laissez-moi gérer ça. Et il a été exceptionnel parce qu'il me dit: écoute Brahim, je te mets sur la liste, je te laisse les 2 mois de réflexion d'été. Avant le début de saison, confirmez-moi si tu es avec nous ou pas. Et en fait, je me retrouve dans mon quartier. Je vous la décris un petit peu parce que j'avais un bâtiment, donc je suis accolé au mur, j'ai des bacs à sable et j'ai plein de bandes de copains face à moi. Et des copains qui font toutes sortes de choses. Donc il y en a, c'était les cambriolages, il y en a, c'était malheureusement vendu certaines choses et ainsi de suite. Et là, j'ai sans doute ma première réflexion de jeune homme. Et ma première question que je me suis dit, je dis: bon Brahim, au final, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Et je me suis parlé à moi-même, je me parle beaucoup. Et je me dis: bon Brahim, tu as fait le plus dur, tu es rentré en équipe de France, tu existes. Maintenant, c'est très simple, mon pote, c'est où tu intègres une des équipes. Moi, je ne me suis jamais menti, c'est sans doute ma force d'être champion olympique et champion du monde de boxe professionnel. Je ne dis pas que je suis le meilleur des athlètes, mais il y a une chose que je suis arrivé à faire, et pourtant ça a l'air anodine cette phrase, mais je me suis interdit de me mentir. Mais c'est beaucoup quand je vous le dis, c'est quand je suis fatigué par exemple, ben, c'est pas moi de dire si je suis fatigué ou pas. J'ai un entraîneur qui est fait pour ça, donc je mettais mes œillères et j'essayais d'en faire un peu plus. Quel âge? Alors pourquoi je suis allé très vite? C'est que j'ai redoublé d'efforts.
Alors à cet âge-là, j'ai 16 ans, 16-17 ans. C'est pas Donc facile j'ai de cette faire vraie ces choix-là, réflexion. hein. Bah oui. Et quand j'ai fini cette réflexion, je me dis, bon, ok, je me dirige, j'ai 3 ans pour aller aux Jeux Olympiques. Je voulais pas avoir de regrets dans ma vie. Et je me suis dit, bon, si tu vas aller aux Jeux Olympiques, il faut que tu comprennes dans quel environnement j'allais évoluer. On rappelle que c'est Sydney, hein, c'est ça, Sydney 2000. en 2000. Et en fait, je dénigrerai, je ne sortirai pas de nom, mais j'ai beaucoup vu de grands champions avant moi qui ont fait des millions de téléspectateurs, qui ont gagné des millions de dollars, qui étaient adulés par la France entière. Et je me rendais compte à 16 ans qu'ils avaient tous plus ou moins mal fini, pour plusieurs raisons différentes. Si je peux en sortir quelques-unes, c'est de faire le combat de trop, de boxer pour l'argent, de boxer pour la lumière. Mais j'ai que 16 ans, donc sincèrement, j'avais pas encore cette vraie réflexion que j'ai aujourd'hui. Mais la seule chose que je savais, c'était que si je voulais faire une carrière, il fallait que je préserve ma santé. C'est ce que j'avais promis à ma mère, donc de finir ma carrière si possible avec toute ma tête. Mais ça a été génial parce que ça m'a obligé à être le meilleur techniquement. Donc en fait, je me suis arrêté sur tous les détails techniques. Je me dis, si je devais être fort, mais en fait, déjà, il ne faut pas qu'on me touche. Parce que la boxe, ça reste un jeu d'échecs. C'est de toucher sans se faire toucher. Alors plus vous montez de niveau, plus les coups font mal. Tous les coups font mal. Il n'y a pas de coups qui ne font pas mal d'ailleurs. On ment souvent quand on est boxeur, on dit qu'on ne sent pas les coups. Non, non, tous les coups font mal. Il y a des coups qu'on amortit plus que d'autres. Puis après, il y a aussi une certaine excitation quand on est dans l'arène. Donc voilà, ça a été ma première chose, finir ma carrière avec toute ma tête. Et la deuxième, c'était si possible finir en tant que champion. C'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui. C'est ce qui me permet de faire tout ce que je fais aujourd'hui, travailler dans les médias ou travailler dans tous les univers que j'ai envie d'évoluer. Parce qu'en fait, on ne m'a jamais vu raide mort sur le ring. Personne ne m'a jamais enlevé ma ceinture. Je me suis permis de laisser ma ceinture sur la table, parce que j'ai eu un couac avec mon ancien diffuseur, et de me dire, bah, c'est peut-être le moment d'arrêter. Mais ça, on ne le sait pas dans une carrière à quel moment il faut arrêter. Mais j'arrête et je laisse. Alors, je vais parler de chiffres, hein, on est entre nous. Mais moi, à ce moment-là, je boxe pour 1 million d'euros par combat. Au moment où je suis champion du monde. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé ma ceinture sur la table. Donc, en gros, je laisse 1 million de dollars sur la table. Et je dis à tout le monde, merci, messieurs, dames, au revoir. Et ça, franchement, je le dis parce que c'est ma plus belle réussite. C'est magnifique. C'est essayer de finir ma carrière avec toute ma 2007. tête et, si possible, en tant que champion. Et alors, votre papa, Là, on est en 2010. on est en 2010. Donc, les JO 2000, Ouais. Sydney. 2010. Je deviens champion du monde avant, Champion du mais monde. j'arrête ma carrière en 2010. On allait très vite, on n'a que 20 minutes, je suis désolé. Mais oui, on accélère un peu. Parce que je peux Alors, parler 1h30. Hein. et Brahim, votre papa, qui était déjà ému de vous voir dans le Dauphiné libéré, quand il vous suit en direct à la télévision. Il y a une fierté qui ne s'explique pas. Mais ma médaille olympique m'a permis une chose, et j'en suis fier, c'est ma plus belle fierté. C'est que grâce à cette médaille olympique, j'ai eu la chance d'avoir 4 invitations pour être décoré de la Légion d'honneur à l'Élysée. Donc j'invite mon papa, ma maman, mon frère aîné, et à l'époque le maire de ma ville, qui était pour moi le best, le plus gradé. Je vous l'ai dit, mon papa ne parle pas beaucoup, mais par contre, il s'exprime beaucoup avec son regard. Donc je suis décoré par le président, M. Jacques Chirac. Je reviens voir ma famille. Et là, au loin, je vois le président Chirac qui demande au photographe de venir prendre une photo avec ma famille. Et là, je vois au loin le Premier ministre, qui était M. Lionel Jospin, venir au pas de course. Quand vous avez 20 ans, vous voyez le Premier ministre venir au pas de course. Sincèrement, c'est quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, quand je regarde mon papa, dans mes yeux, je dis à mon père, papa, si tu te poses la question de savoir si tu as réussi ta vie d'homme, ben oui. Regarde, tu as pris des risques, tu es parti d'un pays tu es venu dans un pays, tu t'es déraciné pour venir et essayer d'élever une famille, et aujourd'hui, ton fils est décoré par le président de la République. Donc, moi, c'était ma manière à moi de me dire, papa, tu as réussi, mon pote. Et ça, c'était ma plus belle fierté. C'est beau, hein, Brahim, hein. Vous allez me mettre les larmes aux yeux. Hein. Alors, on va rester sur l'Élysée, je vous en raconte une qui est sympa. Donc, il y a ma maman qui est à côté de moi. Et il y a M. Chirac qui s'approche de ma maman, qui vient la saluer. Et ma mère, alors je me permets de vous prendre la main. Ma mère prend la main du président de la République, mais comme ça. Et elle lui fait « Bonjour, je suis la maman du boxeur ». Donc, ils se font la bise. J'ai le président qui s'adresse tout de suite à mon papa et j'ai ma maman qui est là. Et le président qui est juste à côté. Et ma maman, j'étais mal sur le moment, mais ça me fait rire aujourd'hui. Ma maman, elle lui fait la bise et elle me regarde et me dit, mais il est vraiment à côté du président. Et elle me dit, oh, il a des joues comme des éponges. Voilà, c'était ma maman. Donc elle m'en a fait plusieurs, comme ça. Incroyable, incroyable. Enfin, Légion d'honneur.
Légion d'honneur, je me sens seul là. Jean-Philippe, ça t'inspire quoi tout cela? On a une salle qui est silencieuse Ouais, là. c'est Hein. vrai, une salle qui est attentive, mais ça ne m'étonne pas. Ouais, ça m'inspire beaucoup de choses. C'est un rêve de gosse, champion olympique. Ouais, Je crois que dans j'ai une vie, rêvé. ouais, c'est ça. Moi, j'étais ski athlète, et on rêvait tous d'être Kili, quoi. Donc c'était quelque part, ouais. Mais je vais vous dire, j'ai pas mal souffert en ski, et je peux imaginer ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait pour devenir champion olympique, on n'imagine pas l'effort, un peu plus maintenant, parce que c'est filmé, mais tout ce qu'il faut comme sacrifice, comme engagement, ouais, Brahim, c'est bluffant. Moi, je Merci. sais pas comment. Mais plus, vous êtes puis en aussi plus, bluffant et vous l'êtes encore aujourd'hui à travers cette initiative, parce que vous Ouais. n'étiez pas obligé, il faut le reconnaître. C'est vrai. Il y en a c'est plus vrai. d'un qui sont passés à autre chose. Merci. Et là, de rendre comme vous le faites aujourd'hui, franchement, c'est remarquable. C'est tout à votre honneur. Vous êtes un grand homme, monsieur. Je ne vous connais pas. Non, mais je vous le dis Non, sincèrement. Bravo Jean-Philippe. Parce qu'on rêverait Non, tous. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Moi, j'ai beaucoup intervenu dans l'établissement scolaire depuis que je suis champion olympique. Surtout de mes premières années. Alors, je fais plein de choses. Hein. Et en fait, je me suis toujours mis à la place d'un élève. Et je me dis, si moi, j'aurais eu la chance d'avoir un monsieur qui serait venu me serrer la main, m'encourager, serait-ce que d'être présent, ben, je me dis, aujourd'hui, c'est à nous de le faire, mais vous le faites aussi de cette manière quand vous avez fait toute une industrie et que vous arrivez à le rendre. Vous avez fait un événement qui est hors norme. Moi, je vous le souhaite que cet événement perdure dans les années à venir parce que vous allez donner la possibilité à plein de jeunes, des garçons, des filles. Là, je regardais aujourd'hui, il y avait, je sais pas, il y a peut-être 70% de jeunes filles. Et quand on parle entrepreneurial, on passe pas spontanément aux filles. Aujourd'hui, elles sont engagées, elles ont envie de faire des choses. Et je trouve ça magique et remarquable. Juste pour ça, merci. Parce que vous êtes des gens qui aimaient la France, qui aimaient votre pays, qui aimaient la jeunesse et qui ont envie de leur rendre. Et pour ça, vous avez tout mon respect. Vraiment. Merci. Bravo à vous et à vos équipes. Ça me touche beaucoup parce que Brahim, il lui manque à peu près 2 heures pour pouvoir terminer, mais il a en plus des engagements sociétaux, ouais, qui sont fantastiques. On va d'ailleurs en reparler juste après l'événement. Mais voilà, on voit que chaque personne qui intervenait aujourd'hui, et bien sûr son parcours réussi pour la plupart, voire très réussi. Mais il a aussi... Réussir, Jean-Philippe, réussir, c'est tenter. Oui, c'est tenté, c'est Peu importe osé. si le résultat final est obtenu, vrai. mais c'est vrai. cette démarche qui est le plus dur. Oui, mais vous êtes toutes et tous, toutes celles et tous ceux qui sont intervenus depuis ce matin, on fait quelque chose en plus pour les autres. Voilà. Parce qu'on est épanoui. Et ces engagements sont très forts et manquent à la France. S'il y a bien un endroit où on est faible, c'est sur l'engagement pour les autres. Et ouais, grand bravo. Merci Bravo Brahim Asloum. Et je crois que vous aidez aujourd'hui à votre tour les jeunes, vous intervenez un tout petit mot, on va prendre vraiment 10 secondes, mais je voudrais qu'on en parle de votre Asloum Academy. Quel est le but de cet engagement auprès des jeunes? Moi, j'ai conscience que l'outil box est un outil assez exceptionnel, que la société malheureusement n'utilise pas comme on aurait aimé le faire. On a des tensions assez régulièrement et c'est vrai que la boxe, on pense que c'est un sport qui appartient juste aux jeunes de quartier, ce qui n'est pas le cas. Hein. On a tous des problèmes, on a tous des difficultés familiaux, psychologiques, des passages à vide. Et c'est un sport qui nous permet de se connaître en fait. Et c'est ça qui est assez génial. Oubliez l'aspect compétition, oubliez l'aspect des combats. La boxe n'est pas que ça, c'est un des volets de cette discipline. Mais cette préparation, cette remise en confiance. Moi, j'étais extrêmement timide étant petit. Aujourd'hui, je peux parler devant 4000 personnes sans que ça me mette de stress plus que ça, que j'en ai un petit peu, c'est normal au départ. Puis après, ça s'est vécu assez vite. Mais voilà, et aujourd'hui, j'essaie d'utiliser cet outil boxe, certes pour cette jeunesse, mais pas que. Donc aujourd'hui, je transmets énormément dans les sociétés parce que ça permet aussi de faire passer des messages. Quand on vous explique qu'un boxeur que moi, personnellement, j'ai vécu après ma première défaite mondiale, j'ai fait 5 mois de dépression. 5 mois. Quand le mot dépression ne rentrait même pas dans mon vocabulaire. Ce n'était pas un mot qui m'appartenait. Sincèrement, je l'ai vécu, donc je n'ai pas de problème aujourd'hui à en parler. Mais moi, je pensais que c'était des gens faibles qui trouvaient le prétexte de dire je suis en dépression. Mais en fait, c'est quelque chose qui est réel. Moi, je me mettais à pleurer dans la journée sans savoir pourquoi je pleurais. J'avais envie de me mettre des coups de poing tellement je ne maîtrisais plus mon corps. Mais en même temps, c'était génial. Je remercie le bon Dieu de m'avoir offert d'une certaine manière cette défaite parce que c'est par
par rapport à cette défaite que je suis champion du monde. C'est cette défaite qui m'a permis de me remettre en question. C'est cette défaite qui m'a permis de repartir, savoir pourquoi je partais. Et pourtant, je repartais à la guerre. Et je vous l'ai dit en début d'intervention, c'est que ma qualité, c'est que je ne me suis jamais menti. Et moi, quand j'arrive à cette première réflexion, parce que j'ai fait 5 mois de dépression, on m'envoie seul en Argentine, au Panama, je me retrouve seul dans un motel, quand normalement à Paris, j'ai 20 personnes qui s'occupent de moi. Il suffit que j'ai mal quelque part, je lève le doigt, j'ai des médecins, j'ai tout le monde. J'avais un staff de 15 personnes juste pour moi. Et puis là, je me retrouve, je suis champion olympique, je me retrouve aux États-Unis à rien comprendre. Je vous jure, la seule chose que je comprenais, c'était le poker à la télévision. J'ai racheté un BMX pour aller faire mes courses parce qu'il fallait que je me débrouille. Je regardais le menu, je maîtrisais pas suffisamment bien l'anglais. Je regardais le menu, des dessins, je choisissais des dessins. Et tous les jours, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, grâce à cette réflexion, cette situation surtout, j'ai reparti, je suis ressorti de mes parents, j'ai essayé de voir où est-ce que j'avais merdé, pardon de l'expression, mais je me suis dit j'ai bien merdé quelque part, c'est pas possible. J'avais tout pour moi. Et en fait, la conclusion, je vais essayer de vous la faire courte, la conclusion c'est que en fait, j'avais que l'âge de mes artères et qu'il y avait 2 options qui s'ouvraient à moi. J'étais champion olympique, je pouvais me contenter de me dire toute ma vie je suis champion olympique et on peut vivre avec des scies, il y en a qui arrivent à vivre avec des scies, hein, c'est pas un reproche. Ou, c'est très simple, je m'étais fixé le but d'être le premier boxeur français à être champion olympique et champion du monde. Je me suis dit, bon Brahim, mais non, je sais que j'ai pas triché, je me suis cassé la gueule. C'est très simple. Et en fait, il y a eu un déclic qui s'est fait chez moi, c'est qu'en fait, j'ai accepté d'aller être performant dans l'espace. C'est une image, mais je me suis dit, ça suffit pas pour être champion du monde. Maintenant, c'est où tu es capable d'aller dans des sphères que tu n'imaginais même pas. Et en fait, c'est grâce à ça qui m'a permis de repousser des limites inconscientes par moments sans doute. Mais voilà, j'avais fait un tel bilan honnête avec moi-même qui fait que derrière, ça m'a aidé à repartir. Et je savais par contre pourquoi je partais. Et c'est sans doute ça qui est difficile quand on se casse la gueule, c'est que parfois on veut repartir, mais on ne sait pas vraiment pour quelle raison on repart. Moi, ma vraie raison, c'était Brahim, ne te mens pas, je voulais garder cet objectif, parce que je déteste pas respecter mes objectifs. C'est sans doute une des qualités aussi, mais qui m'oblige à me faire mal. C'était, voilà, tu t'avais annoncé d'être champion olympique et champion du monde. Bon, allez, maintenant, tu es prêt à repartir au charbon. Et de là, j'ai accepté d'aller au Panama seul, d'aller en Argentine, d'aller me frotter. Je suis champion olympique, j'allais lever la main dans des salles, franchement, qui craignaient. Moi, au départ, je n'avais pas envie d'y aller. Et parce que c'était loin de nos standards. Moi, pour eux, j'étais un petit Européen. J'ai 45 ans aujourd'hui, j'ai même pas de barbe. Alors, vous imaginez à 28 ans. Et je sentais que, principalement en Argentine et au Panama, ils me le faire ressentir. Moi, je sentais que les boxeurs, ils voulaient venir vers moi et me dire « Hé, petit Européen, on va te montrer, nous, ce que c'est que la boxe. » Et là, j'ai eu quasiment toute cette salle-là, tous ces boxeurs de ma catégorie qui voulaient me faire, en fait. Qui voulaient se jauger sans que personne sache qui j'étais au départ. Et quand j'ai commencé tout doucement à en battre 1, 2, 3, 4, 5, et que leurs regards ont changé de mes adversaires, qu'on m'invitait à dîner chez eux, et ainsi de suite. Et là, ma confiance est revenue, en fait. Et parce que je me suis dit, à un moment donné, peut-être que je ne suis pas aussi bon que ça. Parce que j'étais le premier boxeur français à être champion olympique, et qu'en réalité, on m'a fabriqué d'une certaine manière. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont raison? Parce que c'est des choses que j'avais déjà entendues dans ma carrière. Et puis, me retrouver seul dans ces salles difficiles et d'être sûr de mes qualités. Parce qu'en fait, quand j'étais en difficulté, la seule chose qui revenait dans mon esprit, c'est ce que me disait mon coach, d'avoir des bonnes jambes, d'avoir les mains hautes. Et à partir du moment où on ne pouvait pas me descendre en entraînement, je pouvais toujours créer quelque chose. Et au fur et à mesure, j'ai repris la confiance et je suis redevenu champion du monde. Eh ben, bravo. Merci infiniment, vraiment. Merci à vous. Merci beaucoup. Mais si je dois dire un dernier petit mot pour conclure, c'est, je ne sais pas vous faire la morale, hein, sincèrement, je ne me permettrai pas, mais s'il y a des plus jeunes, je pense que ça leur parlera. C'est juste de croire en ce que vous faites. Il y a plein de gens qui vont vous dire que vous ne pouvez pas le faire, que vous n'avez pas les capacités de le faire, et ils ont peut-être raison, mais c'est leur point de vue, ce n'est pas le vôtre. Vous, c'est de vous prendre en main et de se dire, bon, mon objectif, c'est ça. Sincèrement, moi, mon objectif, quand j'ai commencé la boxe, c'était d'être champion olympique. Sur le papier, ce n'était pas faisable parce qu'il faut au moins 10 ans de pratique minimum. Je l'ai fait en 5 ans. Donc en fait, c'est pas que c'est impossible, c'est quelle énergie tu mets, quelle abnégation tu mets. Sincèrement, moi, pendant 1 an, je pleurais quasiment tous les jours sous ma couette.
Et en plus, il y avait plein de garçons, plein de testostérone. Je ne pouvais pas montrer de faiblesse, je ne pouvais pas pleurer devant eux. Donc je le faisais dans mon coin. Et dès que j'ai suivi mes armes, je me disais, alors une phrase qu'on connaît tous maintenant, mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc voilà, je m'essuyais les larmes et je me dis, ben, on verra demain, mais au moins je suis en train de construire quelque chose. Et il s'avère que ça s'ouvre. Merci, bravo. Tellement inspirant. Merci beaucoup. Plaisir. Merci de m'avoir écouté, je sais qu'il est tard. Vous êtes tous restés. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée.